25 اذار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معه. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman se dit satisfait des mesures sécuritaires prises pendant la période des fêtes de fin d'année. Le président s'entretient avec l'ambassadeur américain de l'aide de Washington à l'armée libanaise. Le patriarche Raï met en garde contre un vide présidentiel, estimant que c'est une insulte pour la patrie alors que la course à la présidence commence. Des scientifiques russes écartent la thèse de l'empoisonnement de Yasser Arafat et concluent à une mort naturelle. Des experts suisses avaient retrouvé du polonium dans les effets personnels de l'ancien leader palestinien. Et à suivre également dans ce journal, une explosion dans un bus fait 5 blessés légers dans un quartier du Caire. Il s'agit du premier attentat qui vise des civils depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet dernier. Michel Sleiman, satisfait des mesures sécuritaires prises par les forces de l'ordre en cette période de fête. Le président a par ailleurs reçu l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale. Ils ont notamment évoqué les aides américaines à l'armée libanaise et les préparatifs en cours pour la conférence de Genève 2 sur la Syrie, mais aussi les progrès concernant la tenue de la réunion du groupe d'appui international du Liban. Le diplomate américain s'est également entretenu avec le Premier ministre désigné, Tamam Salam. Le vide présidentiel est une insulte pour la patrie et la présidence. Une déclaration signée Bchar el-Raï. Le patriarche maronite refuse un tel vide et appelle à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Selon lui, les députés ont une obligation envers le peuple libanais et leur devoir est de participer à la session de vote du président de la République prévue au Parlement. Et justement, la formation du nouveau gouvernement est toujours au point mort. Les déclarations se multiplient du côté du bloc parlementaire du courant du futur pour un cabinet neutre. Ces députés accusent le Hezbollah d'être responsable du vide dans les institutions étatiques et appellent au respect de la Constitution. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a pour sa part mis en garde contre la formation d'un gouvernement de facto. Naïm Kassem estime qu'un tel cabinet mènerait au chaos et aux complications. Selon lui, la seule solution est la formation d'un gouvernement qui rassemblerait toutes les forces politiques. Sur le plan sécuritaire, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a engagé des poursuites contre des partisans du cheikh salafiste Ahmed El-Assir pour appartenance à un groupe terroriste et tentative de meurtre contre des soldats libanais. Le juge Saher a transféré les détenus dont le nombre n'a pas été précisé au premier juge d'instruction militaire. L'armée avait indiqué la semaine dernière avoir arrêté 5 suspects durant des raids à Saïda, au Liban Sud. Damas a signé un important accord de prospection gazière et pétrolière offshore avec son allié russe. Un accord qui engage les deux parties à prospecter sur une surface de 2000 m² au large des côtes syriennes, et cela pendant au moins 25 ans. Une aubaine pour le régime syrien qui a vu les compagnies pétrolières étrangères quitter le pays à la suite des sanctions internationales qui lui ont été imposées. La Syrie a vu sa production pétrolière chuter de 90% depuis le début du conflit en mars 2011. Aux sanctions internationales s'ajoutent les déboires de l'armée syrienne qui a perdu le contrôle de la région pétrolifère située dans le nord du pays. Yasser Arafat est mort de cause naturelle. C'est la conclusion des experts russes chargés d'analyser des échantillons prélevés sur la dépouille de l'ancien leader palestinien. Ils ont ainsi exclu la thèse de l'empoisonnement au polonium. Ces conclusions rejoignent donc celles des experts mandatés par la justice française, mais contestées par la veuve de Yasser Arafat qui est mort en 2004. Des experts suisses avaient, eux, relaté la présence de polonium dans ses effets personnels. Direction l'Égypte où une bombe a explosé ce matin dans un bus du Caire faisant 5 blessés. Un second explosif a été désamorcé par la police. Le pays est en proie à de graves violences depuis la chute du président Morsi, renversé par l'armée le 3 juillet dernier, et la répression sanglante de ses partisans. Mais cette attaque est la première à ne pas viser uniquement des militaires ou des policiers. Mardi, un kamikaze avait lancé sa voiture bourrée d'explosifs contre le quartier général de la police à Mansoura, à une centaine de kilomètres de la capitale, tuant une quinzaine de policiers. Un attentat revendiqué par un mouvement djihadiste basé dans le Sinaï, mais fermement condamné par les frères musulmans. Le gouvernement a d'ailleurs placé la confrérie sur la liste des organisations terroristes. Résultat, les islamistes n'ont plus le droit de manifester, une interdiction qu'ils entendent évidemment braver pour continuer à réclamer le retour de leur président.
En Turquie, à présent, le Premier ministre a dû remplacer 10 des 20 membres de son cabinet après la démission de 3 d'entre eux sur fond de scandale de corruption. Furieux, Recep Tayyip Erdogan a également limogé près de 550 policiers liés à l'enquête qui ébranle son parti islamo-conservateur, l'AKP. Le Premier ministre voit dans ce scandale une opération dirigée contre son gouvernement par la confrérie du prédicateur musulman Fethullah Gülen, son ancien mentor aujourd'hui en exil. L'opposition n'y croit pas et manifeste pour réclamer sa démission. Dans un instant, nous irons à la découverte de la pétillante histoire des veuves de Champagne. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Ce sont des images extrêmement difficiles qui nous parviennent du Soudan du Sud. L'ONU a annoncé la découverte de charniers et estime le bilan des combats à plusieurs milliers de morts. Des affrontements qui opposent depuis la mi-décembre les forces du président Salva Kiir et celles de son ex-vice-président limogé en juillet. Riek Machar a depuis entré en rébellion. Les combats font rage pour le contrôle des États pétroliers du nord du pays qui assurent 95% des recettes de cette fragile économie nationale. Les Nations Unies ont lancé un appel à des fonds urgents. L'ONU a besoin de 166 millions de dollars pour assurer les secours d'urgence et venir en aide aux 90 000 personnes qui ont été déplacées, dont 58 000 se sont réfugiés dans ces bases. Edward Snowden a choisi de diffuser son message de Noël sur la chaîne britannique Channel 4. C'est la première fois depuis son arrivée en juin en Russie, où il a obtenu l'asile, que l'ancien consultant de la NSA accorde une interview télévisée. L'occasion de faire le point 6 mois après avoir révélé l'ampleur des interceptions de communication opérées par l'agence américaine de sécurité. Edward Snowden affirme avoir accompli sa mission. Il cite en référence George Orwell et son fameux 1984, prémonitoire d'un monde sous surveillance exacerbée, une surveillance que l'époque actuelle a dépassée, mais en pire. Ces révélations ont provoqué un tollé dans le monde et conduit les États-Unis à revoir leur politique sécuritaire. Une journaliste ukrainienne proche de l'opposition, passée à tabac, Tetiana Chornovil a été attaquée près de Kiev. Elle souffre d'une fracture du nez et de contusions. 2 de ses agresseurs ont été arrêtés et un 3e identifié. Tetiana Chornovil est connue pour ses enquêtes sur la corruption dans les rangs du pouvoir. Elle venait de publier un article consacré au riche patrimoine de plusieurs hauts dirigeants. Ces derniers jours, la journaliste avait pris publiquement la parole lors de plusieurs manifestations pro-européennes. Un mouvement entamé il y a plusieurs semaines après le refus du président Yanukovych de signer un partenariat avec l'Union européenne au profit d'une entente financière et gazière avec le voisin russe. C'est une visite hautement contestée, celle du Premier ministre japonais Shinzo Abe au sanctuaire Yasukuni. Situé à Tokyo, ce lieu de culte shintoïste rend hommage aux soldats morts pour la patrie, y compris certains condamnés comme criminels de guerre. Ce lieu est devenu un symbole du passé colonialiste du Japon, détesté par la Chine et la Corée du Sud. Shinzo Abe, un conservateur aux convictions nationalistes, a choisi de s'y rendre ce jeudi, 1 an jour pour jour après son retour au pouvoir. Pékin et Séoul n'ont pas tardé à faire part de leur colère et de leur indignation, estimant que cette visite endommage la stabilité et la coopération en Asie du Sud-Est. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, embourbé dans une crise politique, la Thaïlande fait face à un regain de violence. Des manifestants ont tenté d'entrer de force dans un stade de Bangkok où se déroule le dépôt des candidatures pour les élections législatives anticipées de février. Les forces de sécurité ont répondu à coups de canon à eau et gaz lacrymogène. Des dizaines de personnes ont été blessées et certains membres de la commission électorale ont dû fuir, évacués par hélicoptère. Gerbe de fleurs et cérémonie officielle, la Chine célèbre le 120e anniversaire de la naissance de Mao Tse-tung. Le principal hommage s'est déroulé au mausolée où repose son corps embaumé au cœur de la place Tiananmen à Pékin, en présence des principaux responsables du régime communiste, dont le président. Mort en 1976, Mao continue de diviser le pays entre ses admirateurs inconditionnels et ceux qui soulignent les erreurs commises durant ses années au pouvoir, notamment les purges et les camps de rééducation. Et puis la Corée du Nord continue à souffler le chaud et le froid. Son dictateur Kim Jong-un a appelé l'armée à être prête pour le combat. Selon lui, une guerre peut éclater sans préavis. Une déclaration qui intervient après une purge au sommet du pouvoir qui suscite les craintes des États-Unis et de la Corée du Sud. Séoul dit se préparer à sauvegarder sa sécurité. Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de champagne. Parmi les plus prestigieuses maisons, celles dont les noms viennent immédiatement à l'esprit figurent Veuve Clicquot, Pommery ou encore Laurent Perrier. Autant de maisons dirigées par des veuves de Champagne.
Pourquoi tant de femmes? Peut-être parce que depuis toujours en Champagne, les vignes vont au premier enfant, quel que soit son sexe, et se transmettent d'époux à époux. Lorsqu'une fille hérite des vignes de ses parents, elle peut prendre après son mariage le nom de son mari uniquement, ou bien utiliser leur deux noms, ou encore garder son nom de jeune fille. À la mort du mari, les vignes vont de droit à la veuve. Les marques de champagne les plus célèbres doivent leur renommer au travail et à la vision de ces femmes qui ont succédé à leur défunt mari à la tête des domaines viticoles. Retour sur la pétillante histoire des veuves de Champagne. Madame Clicquot a été la première femme d'affaires en France, et peut-être en Europe aussi, puisqu'elle a repris donc cette maison en 1805, et elle a considérablement développé sa maison, qui porte toujours son nom aujourd'hui, la maison Veuve Clicquot. Et elle a apporté d'énormes avancées en Champagne, et notamment, bien sûr, le remuage. La technique du remuage sur table a révolutionné le champagne, et aujourd'hui, on peut se dire que le champagne ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si elle n'avait pas apporté cette innovation majeure en Champagne. Dans l'ensemble du vignoble de Champagne, oui, on voit des vraies histoires, des vraies sagas familiales pour pouvoir maintenir un nom sur l'étiquette qui devient une marque. C'est ça aussi la grande différence, c'est qu'en Champagne, qu'est-ce qui est écrit en plus gros sur l'étiquette? C'est le nom de la famille ou du propriétaire qui est en gros. C'est pas le cru, c'est pas le château, c'est le nom de famille qui figure. Mais effectivement, la veuve Clicquot, elle est la première moitié, pour résumer, du 19e siècle. Madame Veuve Pommery, la deuxième moitié. Alors oui, peut-être que certainement, ça l'a aidée, mais je pense que c'était dans son caractère. C'était une femme, je pense, de tête, qui savait ce qu'elle voulait et qu'elle ne voulait pas juste se cantonner à ce rôle, entre guillemets, d'épouse, qui est juste, bien sûr, très louable. Mais je pense son veuvage lui a vraiment donné des ailes. Madame Pommery a donné une vraie impulsion à la Champagne en faisant créer par ses chefs de cave le brut en Champagne. Et qu'est-ce que c'est qu'un brut en Champagne? C'est un champagne qui est faiblement dosé, qui a une très faible quantité de sucre, qui a un maximum de 15 grammes de sucre. Donc c'est c'est ce que Madame de Pommery a donné comme impulsion, et c'est ce champagne que vous avez dans tous vos verres partout dans le monde aujourd'hui. Voilà, en espérant que cela vous donne des idées pour le nouvel an. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui a marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman se dit satisfait des mesures sécuritaires prises pendant la période des fêtes de fin d'année. Le président s'entretient avec l'ambassadeur américain de l'aide de Washington à l'armée libanaise. Le patriarche Rahim met en garde contre un vide présidentiel, estimant que c'est une insulte pour la patrie, alors que la course à la présidence commence. Des scientifiques russes écartent la thèse de l'empoisonnement de Yasser Arafat et concluent à une mort naturelle. Des experts suisses avaient retrouvé du polonium dans les effets personnels de l'ancien leader palestinien. Et puis une explosion dans un bus fait 5 blessés légers dans un quartier du Caire. Il s'agit du premier attentat qui vise des civils depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet dernier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. نحن بحاجة إلى حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 اذار بعتبره خط احمر، نحن ما حدا يلعب معنا.